Bonjour à tous. Donc on est très heureux aujourd'hui d'ouvrir la webconférence de partenariat entre la filière et Courir. Donc ces réunions thématiques qu'on espère avoir assez fréquemment, elles ont pour objectif de pouvoir diffuser l'information autour des maladies inflammatoires dont s'occupe la filière. Et donc aujourd'hui on est dans un endroit particulier, on est accueilli à Necker Enfants Malades par Pierre Cartier. C'est un endroit qui est lourd de symboles puisque c'est celui qui a vu naître la rhumatologie pédiatrique en la personne de Anne-Marie Prieur, qui a beaucoup travaillé sur l'arthrite juvénile idiopathique et qui aussi en 92 a participé à la création de l'association Courir, qui est une association nationale mais qui diffuse au-delà des frontières françaises dans nombreuses de ses actions. Donc aujourd'hui je suis entouré de Anne Liu, qui est maman de patients et qui représente Courir, Voilà, c'est bien ça. Et puis Pierre Cartier, donc, qui est responsable du centre de référence des arthrites juvéniles sur Necker. Donc je remercie Pierre Cartier de nous accueillir pour cette webconférence et je lui laisse la parole pour l'introduction. Merci Alexandre. Donc Alexandre Bello qui dirige l'équipe de rhumatologie pédiatrique de Lyon et le grand centre Rhône-Alpes. Donc nous avons reçu de nombreuses questions que nous avons essayé de classer pour nos réponses par grande thématique avec quelques diapositives qui vous seront montrées pour un peu étayer ce que nous vous dirons. Une précision cependant, certaines questions très pointues pour des cas d'enfants très particuliers posant par exemple la question d'un traitement particulier dans une situation particulière n'appelleront pas de réponse aujourd'hui. D'une part, nous ne pourrons pas entrer dans le détail, nous n'aurons pas le temps, et d'autre part, déontologiquement, nous devrions d'avoir quand même un petit peu une interaction avec le médecin qui est en charge de l'enfant pour ne pas nous permettre, je dirais à distance, avec si peu d'éléments, de donner un avis contradictoire. C'est plutôt une situation que nous pouvons proposer lorsque l'enfant vient nous voir pour un second avis. Voilà, cela étant posé, nous avons vu qu'il y avait un premier groupe de questions qui était un peu sur ce qu'on appelle l'épidémiologie de l'arthrite juvénile idiopathique. Quelle est la fréquence? Certains se demandaient si ce n'était pas sous-estimé. Alors il faut reconnaître à cet égard, peut-être peut-on montrer une diapositive correspondante que... On prévoyait que Madame Liu fasse une courte présentation de Courir juste avant. Ah, je comprends. Et ensuite, on enchaîne sur les questions qui ont été nombreuses déjà par les auditeurs et les internautes auprès de vous. Finalement, c'est vous qui les avez sollicités. Voilà, c'est ça. Nous avons diffusé un mail et plusieurs relances diverses. Donc l'association Courir a été créée en 1992 ici par le docteur Anne-Marie Prieur. Elle regroupe les parents d'enfants atteints d'arthrite juvénile. On organise diverses rencontres, des rencontres parents-médecins, dans le but essentiel d'informer les familles, de faire connaître également la maladie au plus grand nombre de personnes. Nous remettons aussi des prix à de jeunes chercheurs, nous partons aussi à l'international. Et puis on organise des rencontres familles avec les adolescents, avec les plus jeunes enfants, pour qu'ils puissent se rencontrer, être ensemble et partager leur vie, leurs difficultés. Voilà, donc comme le professeur Cartier disait, nous avons reçu pas mal de questions que nous avons classées en 5 catégories. Donc on va étudier chacune d'elles. Alors les 5 catégories, on va commencer par l'épidémiologie de l'arthrite juvénile, le nombre d'enfants suivis, où, dans quel centre. La deuxième catégorie, ce sera l'accès aux soins, avec l'errance diagnostique, puisque beaucoup de familles ont du mal à avoir un diagnostic et errent un certain temps avant d'arriver dans un centre de référence et d'avoir un nom sur la maladie. La troisième catégorie sera le diagnostic, donc la place de l'imagerie, des imageries. La quatrième catégorie sera très importante puisqu'on a eu énormément de questions concernant les causes de l'arthrite juvénile, les vaccinations, qui revient très souvent, questions qui reviennent très souvent, et en dernier, les traitements. Voilà, les traitements qui existent. Donc du coup, je pense qu'on va reprendre les catégories une par une, diffuser un diaporama et répondre aux questions qui vont arriver.
Exactement, voilà. On commence déjà sur les premières questions qui nous étaient déjà arrivées, et ensuite, avec Pierre Cartier, on s'emploiera à répondre à vos questions qui arriveront au fil de la présentation. Donc, vis-à-vis de l'épidémiologie, Pierre Cartier voulait faire une première synthèse. Oui, qui est difficile parce qu'il faut bien reconnaître qu'en France, nous n'avons pas jusqu'à présent d'exhaustivité dans la collecte des données. On réfléchit un peu avec Alexandre Bello à ce que pourrait nous apporter les registres de l'assurance maladie. Ils sont très incomplets, tous les enfants ne sont pas en ALD. Les efforts qui ont été faits pour évaluer la fréquence de l'arthrite juvénile idiopathique dans beaucoup de pays sont des efforts un peu biaisés, où on part des centres hospitaliers. Il n'y a que quelques pays scandinaves qui réussissent à avoir des registres assez complets, avec une difficulté cependant, c'est qu'il est possible que dans le nord de l'Europe, la fréquence et la répartition des différentes formes d'arthrite juvénile idiopathique ne soient pas les mêmes qu'en France, ou plus au sud en Europe ou dans d'autres pays. Néanmoins, la plupart des études vous diront que le nombre de cas présents d'arthrite juvénile à un moment donné chez les enfants de moins de 16 ans, donc la prévalence, tourne autour de un enfant sur 5000, donc ce n'est pas négligeable. Certains disent que c'est un peu moins, d'autres un peu plus. Il y a quand même de fortes variations dans les estimations. Et le nombre de nouveaux cas chaque année, c'est-à-dire le risque pour un enfant de développer une arthrite juvénile idiopathique chaque année, serait de l'ordre de 1 sur 50 000, d'après en poulant un peu les différentes évaluations, mais toutes très imparfaites. Sur Necker enfants malades, nous avons eu sur 2013 enregistré dans une base qu'on appelle CEMARA, qui est une petite base très simple où on collecte tous les patients qu'on voit, 1895 patients avec arthrite juvénile idiopathique qui ont été soit vus, soit l'objet d'un avis, parfois par email, par téléphone avec des collègues. Donc ça donne déjà une idée. Bien évidemment, beaucoup de patients avec arthrite juvénile ne sont pas référés à Necker, mais sont référés sur d'autres excellents centres. L'effort se continue et Alexandre vous le dira avec non seulement des bases comme CEMARA, mais aussi des bases qui sont mises en place par d'autres collègues, la GIR, cohorte et des projets de la filière d'intensifier cet effort. Alors juste pour vous rappeler aussi que les arthrites juvéniles idiopathiques, c'est un ensemble de maladies, ce n'est pas une maladie unique, et qu'au fond, nous allons avoir probablement une forme qui est beaucoup plus fréquente que les autres, qui sont ces arthrites du petit enfant, qui commencent souvent avant 6 ans, qui touchent un peu plus la fille, qui sont des oligoarthrites ou parfois des polyarthrites sans facteur rhumatoïde. Mais peut-être que certains de ces enfants, nous les voyons un peu moins parce qu'ils sont un peu plus faciles à traiter, sauf lorsque l'arthrite diffuse touche des articulations embêtantes ou s'associe à de l'uvéite. Alors que d'autres formes qui sont peut-être moins fréquentes, comme les formes systémiques, les maladies de style, nous les verrons un peu plus systématiquement parce qu'elles sont plus immédiatement menaçantes, plus difficiles à traiter parfois. Et puis certaines formes sont beaucoup plus rares chez l'enfant, comme l'équivalent de la polyarthrite rhumatoïde de l'adulte, ce qu'on appelle l'arthrite juvénile avec facteur rhumatoïde, comme les spondylarthropathies qui souvent donnent plutôt de l'arthrite périphérique chez l'enfant. Voilà, donc se rappeler qu'en termes d'épidémiologie, en fait, on fait un peu le compte sous un même label, arthrite juvénile idiopathique, de différentes maladies. Est-ce qu'il y a des chiffres pour une augmentation, une stabilisation du nombre de cas? On a l'impression qu'il y a une augmentation quand même du nombre de cas. Alors, c'est difficile de répondre parce que nous voyons plus de patients, nous avons plus de demandes, mais nous ne savons pas aujourd'hui, en l'absence, comme je le disais, d'outils de collecte des données exhaustifs, si cela correspond effectivement à une augmentation du nombre de cas, comme on le voit pour certaines maladies inflammatoires, maladie de Crohn par exemple, ou si cela correspond plutôt au fait que grâce aux efforts qui ont été faits, le plan maladie rare, les médecins réfèrent plus facilement les patients sur des centres spécialisés et les patients eux-mêmes sont mieux avertis de l'intérêt de demander que eux-mêmes ou leurs enfants puissent être référés sur un centre spécialisé et donc qu'on puisse finalement en voir plus. C'est une question, peut-être que la filière, en tout cas, essaiera de répondre à ces questions avec différentes stratégies. Comme l'a dit Pierre Cartier, il n'y a à l'heure actuelle pas de registre exhaustif et pas de moyen de capturer l'ensemble des patients qui ont une arthrite juvénile sur le territoire. On a des données de la sécurité sociale, mais qui vont concerner uniquement les patients qui sont pris en charge à 100%. Donc on ne va pas avoir les patients qui sont les moins sévères, qui ont des traitements par anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui n'ont pas forcément de déclaration de prise en charge à 100%. Donc il va nous manquer avec ces stratégies-là les patients les moins graves dans un sens. Et puis, il y a plusieurs efforts, CEMARA, GIR Cohort, qui sont des projets
nationaux ou européens de collecte des patients maladies rares. Et ça, si on arrive à être exhaustif, si au moins les membres de la filière, les membres qui voient le plus souvent ces malades, arrivent à recueillir ces données, on aura une estimation qui sera sûrement un peu plus précise, mais à l'heure actuelle, on n'a pas effectivement de chiffres bien déterminés. Par contre, sur les données, par exemple de la sécurité sociale, on pourra évaluer combien ces déclarations ALD 100% sont en hausse ou pas. Et c'est peut-être un moyen pour les formes les plus sévères d'évaluer si elles sont plus fréquentes par rapport à il y a 10 ans ou par rapport à il y a 15 ans. En même temps, il y a des traitements qui n'étaient pas disponibles à l'époque, qui le sont maintenant, qui poussent à une surdéclaration de prise en charge. Il y a toujours des biais et pas de moyens idéaux. Une autre stratégie qui est conduite par l'équipe de Alfred Marr et Mariam Piram sur Paris, ce sont des stratégies d'épidémiologie qu'on appelle de capture-recapture. Ils utilisent des données locales dans une région pour évaluer au sein de cette région, à partir de certains cas, ils savent qu'ils ne sont pas exhaustifs, mais c'est une méthode épidémiologique qui permet dans le champ des maladies rares d'évaluer un peu précisément l'épidémiologie et la fréquence des maladies. Donc en combinant les différentes approches, j'espère que peut-être lors de la prochaine webconférence, on aura l'occasion de vous donner des chiffres un peu plus concrets que ceux qu'on est amené à vous donner aujourd'hui. D'accord, moi je pense que là on a été assez exhaustif sur cette rubrique. On peut peut-être passer à la deuxième partie, accès aux soins. Donc nous avions reçu des questions sur la tendance au niveau de l'errance diagnostique. Avez-vous mis en place un système pour comprendre où est-ce qu'on perd du temps pour arriver dans les centres et enfin avoir un traitement, un nom, un diagnostic? Alors là encore, ça repose un peu sur les mêmes choses qu'on vient de vous dire pour l'épidémiologie. Ce n'est pas des choses que l'on traque très facilement. On a des efforts de cohorte maladies rares qui nous permettent de connaître le début des symptômes, le début de la prise en charge et puis le début des traitements, qui est peut-être aussi l'élément le plus important. À l'heure actuelle, sur les données qu'on a, on a préparé notre diaporama avec Pierre, sur les données de la cohorte GIR, qui est une cohorte européenne des rhumatismes inflammatoires, eh bien, il semble, la moyenne pour ce qui est de l'arthrite juvénile, entre le début des symptômes et le diagnostic, en moyenne, c'est de 12 mois. Alors 12 mois, on peut considérer que c'est peu ou que c'est beaucoup. Le symptôme principal des arthrites juvéniles, c'est souvent la douleur. Alors quand on a mal pendant 12 mois, c'est sûrement trop long avant de porter un diagnostic. Et donc on a à essayer d'améliorer ce délai de diagnostic entre les symptômes articulaires qui vont souvent être mal aiguillés en orthopédie, chez le médecin traitant, et puis in fine dans un centre compétent pour les maladies rares qui pourra porter le diagnostic. Donc ça c'est un enjeu important. Je sais qu'il y a une veille aussi que Courir fait sur ce sujet. C'est un sujet qui vous tient à cœur et on le comprend, ça marque les esprits. Ces épisodes, ces mois de douleur avant un diagnostic, c'est l'objectif aussi des médecins de pouvoir le réduire le plus possible. Et puis il y a une grande variabilité. On peut avoir des patients diagnostiqués très rapidement ou d'autres jusqu'à 13 ans dans notre cohorte. 13 ans avant le diagnostic définitif, donc c'est des cas isolés heureusement, mais l'effort que l'on peut conduire collectivement, eh bien c'est peut-être ce que conduise la filière, c'est l'information. Courir a une vocation à faire de la diffusion d'informations, eh bien c'est aussi l'objectif de la filière. Et la filière, c'est pour illustrer ces centres qui sont compétents pour la prise en charge de ces maladies rares inflammatoires. Donc la filière, j'en profite pour la présenter, c'est la filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares. Elle concerne à la fois des centres pédiatriques et des centres adultes. Et on est tous membres de la filière. Collectivement, il y a 10 associations qui la représentent. Il y a des associations de patients de maladies adultes, la sclérodermie, le lupus, de maladies plus pédiatriques. Et l'idée, c'est de faire connaître ce réseau, de savoir finalement, là, l'ensemble de ces points sur cette carte correspondent à des centres dédiés au diagnostic et à la prise en charge de ces patients. Les faire connaître, il y a déjà un réseau qui est assez qui couvre à peu près l'ensemble du territoire, et il faudrait pouvoir le faire connaître aux usagers, le faire connaître aux médecins traitants. Et donc c'est un peu la vocation de la filière, d'essayer de diffuser cette information, en espérant ainsi pouvoir raccourcir ces épisodes où en fait la perte de temps, j'imagine, au diagnostic, elle est parce qu'on ne connaît pas cette maladie, et qu'avant d'imaginer que ce n'est pas quelque chose de commun, une infection virale, eh bien il se passe pas mal de temps avant de faire le diagnostic. Voilà ce que je pouvais dire sur le réseau de la filière. Oui. Il faut comprendre que
un des facteurs du retard au diagnostic. Bon, l'un peut être, comme l'a dit Alexandre, un retard, comme l'avait dit Madame Hu, un retard au fait d'adresser le patient à un centre capable de poser le diagnostic ou un médecin capable de poser le diagnostic. Là-dessus, on a quand même senti des progrès avec le plan maladie rare. Il est moins fréquent que des patients restent dans un circuit isolé extrêmement longtemps avant d'arriver vers un centre de compétences, mais cela arrive encore. L'autre point, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on parle d'arthrite juvénile idiopathique, c'est-à-dire sans cause connue, cela suppose qu'on ait pu avant éliminer une autre cause d'arthrite. Et il peut arriver pour certains patients qu'en un certain temps, on ait conscience de ce que sont les symptômes, on puisse même, et c'est une bonne chose, commencer à soulager un peu l'enfant avec des premières lignes de traitement, des anti-inflammatoires par exemple, mais qu'on ait un vrai doute diagnostique, puisque une arthrite juvénile idiopathique, c'est un diagnostic d'élimination. On peut retenir ce diagnostic une fois qu'on a éliminé une maladie infectieuse, une maladie auto-immune, une maladie inflammatoire touchant d'autres organes, etc. Et d'ailleurs, selon la définition même, on devrait en toute rigueur attendre d'avoir au moins 6 semaines d'arthrite pour avoir le droit de retenir ce diagnostic, ce qui explique aussi une petite partie du délai entre les premiers symptômes et le diagnostic. Et est-ce que la précocité du diagnostic et donc de la mise en place des traitements agit sur la manière dont la maladie pourra être soulagée ou pas? C'est-à-dire le traitement donné plus tôt permet-il plus d'efficacité? Ce n'est pas prouvé, mais c'est une hypothèse que nous soutenons, et nous pensons qu'effectivement, il est probable que nous pourrons proposer à l'avenir un meilleur contrôle de la maladie en traitant les patients plus tôt. Il y a des essais thérapeutiques dans les formes graves qui laissent à penser qu'un traitement précoce ciblé d'une maladie permet probablement de mieux la contrôler, et ce que nous espérons démontrer au cours des années qui viennent. Ça reste encore du domaine de l'hypothèse. Nous ne sommes pas absolument sûrs que nous modifions son cours évolutif en la traitant plus tôt. D'accord. On peut passer au diagnostic, je pense. Alors, nous avons reçu des questions sur le diagnostic. Quelle est la place de l'imagerie, de l'IRM, de la radio, de l'échographie dans le diagnostic? Et ensuite, pour suivre l'évolution de la maladie. Est-ce qu'il faut en faire régulièrement? Il y a des médecins qui n'en prescrivent pas. Donc nous, on a des retours parce que, voilà, en tant que parents, on a envie des fois d'avoir une image, de savoir comment ça évolue. Deuxième question, donc je mets à la suite. Il existe une forme sèche apparemment d'arthrite juvénile. Comment la détecter? Puisqu'à ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas d'épanchement, je pense que c'était la question de la personne. Et est-ce que les articulations peuvent être abîmées dans cette forme sèche? Très bien. Vous avez plusieurs questions en une qui ont été regroupées. Donc Pierre Cartier avait préparé les diapos, mais je vais rebondir sur ces questions. Effectivement, c'est un diagnostic d'élimination, le diagnostic d'arthrite juvénile. Il y a cette sous forme d'arthrite juvénile. Et l'imagerie est parfois utile. Alors le diagnostic est fréquemment clinique. Finalement, le clinicien, et quand le rhumatopédiatre explore les articulations une à une, on va voir si elles sont gonflées, si elles sont limitées, si on a un choc rotulien, s'il y a un épanchement. Et tous ces éléments de l'examen clinique sont déjà très précieux pour pouvoir porter un diagnostic. Ensuite, il y a différentes stratégies d'imagerie qui sont en train de se généraliser, et certaines sont des vieilles techniques qui sont toujours d'actualité et qui sont très utiles, d'autres qui sont plus modernes, qui nécessitent par contre une certaine expertise, et je vais laisser Pierre Cartier, qui avait préparé cette diapo, répondre précisément à ces différentes composantes d'imagerie. Tu avais préparé cette diapo. Et oui, de façon assez simple, pour dire qu'au fond, certains examens un peu anciens, comme les radiographies, restent utiles, mais ne sont pas très performants au stade précoce de la maladie, car ça ne montre pas de façon très évidente l'inflammation, ça montre plutôt les lésions ostéo-articulaires. Donc c'est très utile chez un enfant qu'on voit avec une maladie qui a déjà évolué depuis un certain temps, pour voir la situation, quelles sont les lésions déjà constituées. Et à cet égard, il faut effectivement continuer à utiliser les radiographies standards. D'autres examens comme l'échographie ont l'avantage d'être relativement peu onéreux, pas du tout toxiques pour le patient, et peuvent montrer l'inflammation à un stade même précoce. Cependant, ça dépend vraiment de la qualité de l'opérateur. Ce n'est pas toujours facile d'avoir quelqu'un qui a l'habitude de faire l'échographie articulaire chez le jeune enfant en particulier. Et enfin, il y a des techniques extrêmement performantes comme l'IRM, mais c'est plus cher, et qui sont parfois presque trop performantes. Des collègues scandinaves ont montré par exemple que si on fait une IRM des articulations chez un enfant parfaitement sain, mais qui est un enfant assez actif, qui bouge, qui saute, qui court, on va avoir plein de signaux au niveau des articulations dont on pourrait penser qu'ils sont pathologiques, mais qui ne le sont pas. Donc là encore, c'est un examen à interpréter avec beaucoup d'attention.
tous ces examens sont extrêmement utiles, mais doivent être à chaque fois interprétés de façon raisonnée. Et je dirais, comme l'a un petit peu indiqué Alexandre, qu'ils ne peuvent pas être déconnectés de l'appréciation clinique. C'est vraiment la bonne appréciation clinique de l'histoire de l'enfant, de la durée de l'histoire de l'enfant, des symptômes qu'il présente, qui nous aide à bien interpréter les examens d'imagerie. D'accord, mais est-ce que parfois, les parents se posent la question, ça ne permet pas de voir l'évolution entre le début de la maladie, 5 ans après, et au fil de l'histoire? C'est tout à fait vrai, notamment pour les simples radiographies. Et d'ailleurs, à cet égard, on sait historiquement qu'il y a une extrême variabilité d'un enfant à un autre. Certains enfants peuvent avoir une forme qui progresse assez vite, d'autres des formes beaucoup plus indolentes sur le plan des lésions qu'on voit sur les radiographies. Et dans les études en cours, dans beaucoup d'études en cours, on essaye de montrer que les nouveaux traitements peuvent, comme ça a été montré chez l'adulte, également chez l'enfant, stopper ou fortement ralentir la progression des lésions radiologiques. Donc ce sont effectivement des examens qui peuvent nous permettre de suivre l'évolution de la maladie en complément de notre appréciation clinique. D'accord. Et donc on avait une seconde question sur la forme sèche d'arthrite juvénile. Comment la détecter et est-ce que les articulations peuvent être abîmées? Dans ces cas de forme sèche, ce n'est pas les formes les plus fréquentes que l'on rencontre, elles existent pour autant, elles ne sont pas de diagnostic aisé. Cependant, il peut exister des atteintes d'imagerie de ces formes sèches qui n'auront pas donc de retentissement clinique évident, sinon un enraidissement, des douleurs de rythme inflammatoire. Et puis, sur les prises de sang, on aura aussi des marqueurs d'inflammation, des marqueurs plus spécifiques, dont des marqueurs comme le facteur rhumatoïde qui peut donner des formes sèches aussi pour certaines situations. Et ça nous aide à suivre le diagnostic, à porter un traitement adapté, et la réponse au traitement nous sera aussi très utile, parce que si cette forme sèche de polyarthrite répond au traitement anti-inflammatoire, eh bien, nous savons que nous agissons sur l'inflammation, que nous allons améliorer les symptômes, et c'est une situation que l'on rencontre. Je ne sais pas si Pierre, tu avais d'autres commentaires? Non, alors c'est vrai que ça fait partie des formes difficiles à traiter. Il n'y a d'ailleurs peut-être pas qu'une seule forme sèche. On a chez des très jeunes enfants certaines polyarthrites sèches pour lesquelles on se pose la question, surtout s'il y a des signes digestifs associés, d'entités un petit peu particulières pour lesquelles on travaille beaucoup avec nos spécialistes de la radiographie de l'os et nos généticiens pour voir si on peut avancer sur la compréhension de ces formes particulières du très jeune enfant. Et puis on a des enfants qui font des arthrites un peu plus tardives ou qui font des arthrites d'abord classiques mais qui tendent à évoluer sur un mode d'arthrite très sèche, donc pas beaucoup d'épanchements mais des enraidissements qui se créent. Ce sont des formes plus difficiles à traiter pour lesquelles on doit vraiment se poser la question du bénéfice-risque de chaque traitement médicamenteux qu'on met en œuvre, parce que certains enfants vont quand même répondre aux traitements classiques, au méthotrexate ou à d'autres traitements, d'autres moins bien. Et on sait aussi que chez ces patients, peut-être que la qualité de la prise en charge fonctionnelle, de la kinésithérapie, de la prise en charge par l'ergothérapeute sont les plus importants. D'accord. Merci. Nous allons aborder la question qui intéresse quand même beaucoup dans l'association. Quelles sont les causes possibles de l'arthrite juvénile? Est-ce qu'on commence On peut commencer, finalement ça c'est une question qui a soulevé beaucoup qui a intéressé beaucoup d'internautes, et on va essayer de rapporter une mise au point de là où on en est de la compréhension des arthrites juvéniles, et ensuite on pourra répondre à des questions plus ponctuelles. Mais l'idée quand même c'est qu'elles sont dites idiopathiques, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la cause finalement, et que c'est sûrement l'imbrication de nombreux facteurs différents. Et on va les décliner, c'est une présentation que j'avais eu l'occasion déjà de faire à la journée courir, et là que j'ai synthétisé ou résumé. Il y a des anomalies immunologiques dans l'arthrite juvénile idiopathique. Donc la notion d'inflammation articulaire, elle est majeure, elle est très importante. En fait, il faut se souvenir comment est faite une articulation, et peut-être ça vous ne le savez pas forcément. Donc on a autour des deux pièces articulaires, donc du cartilage, du fibrocartilage, une membrane synoviale qui recouvre l'articulation et puis qui fabrique elle-même du liquide synovial. Habituellement, chez le sujet sain, ce liquide est quasiment virtuel, il n'existe pas. Lorsqu'on a une inflammation au sein de l'articulation, eh bien, on a une production excessive de ce liquide qui va contenir aussi des cellules du système immunitaire. Et cette synoviale, qui est normalement toute petite, très fine, une seule bordure de cellules, et bien dans le cas de l'arthrite, elle est très exubérante, proliférante, un petit peu comme elle est présentée ici sur cette image d'histologie, avec beaucoup de cellules qui prolifèrent et qui vont fabriquer beaucoup de liquide articulaire, ce qui fait que les articulations gonflent.
qu'est-ce qui se passe dans ces articulations? Eh bien, on a des anomalies du système immunitaire qui sont liées à un excès de la réponse immunitaire, un excès des acteurs. Quels sont ces acteurs? C'est les cellules qu'on trouve dans le sang. C'est les neutrophiles, les monocytes, les cellules dendritiques. Vous avez peut-être déjà entendu ces noms-là. C'est aussi des cellules qu'on peut regarder pour certaines sur la prise de sang. Les polynucléaires neutrophiles, les éosinophiles, les basophiles. Tout cela, c'est la première garde de l'immunité. Ce sont les premiers soldats en quelque sorte qui agissent immédiatement quand il y a de l'inflammation. Et puis, on a d'autres cellules qui, elles, ont besoin d'être éduquées, qui répondent à des antigènes spécifiques ou à des stimulations, on appelle ça des lymphocytes. Et eux aussi, on peut les mesurer sur la prise de sang, ils sont impliqués dans ces mécanismes d'arthrite. Ces soldats, en quelque sorte, ces médiateurs, ces acteurs de l'inflammation, fabriquent des médiateurs. Ils fabriquent en quelque sorte des hormones. Les hormones du système immunitaire, on appelle ça des cytokines. Et donc, il y a plusieurs cytokines qui sont produites au sein de ces articulations, et dont certaines, vous en avez entendu parler, parce qu'elles concernent les traitements qu'on utilise, et elles ciblent ces cytokines qui sont produites en excès. C'est l'interleukine 1, l'interleukine 6, l'interleukine 17, le TNF-alpha, et puis il y a d'autres molécules qui sont fabriquées, qui servent à attirer les globules blancs au sein de l'articulation inflammatoire, on appelle ça des chémokines. On a aussi des anticorps qui peuvent être produits et qu'on peut mesurer sur la prise de sang. C'est le facteur rhumatoïde par exemple, ou les anticorps antinucléaires qui sont associés aux formes oligo-polyarticulaires qui peuvent faire plus volontiers des uvéites. Donc tous ces éléments-là sont des points importants qu'on comprend de l'immunologie, qui sont utiles pour le clinicien et dans le suivi de nos petits patients. Toutes ces cytokines, toutes ces hormones de l'immunité, elles vont avoir une action un peu générale, donc sur les articulations, mais pas seulement. Aussi au niveau des vaisseaux, au niveau des tissus mous, il y a un retentissement qui est assez important, ce qui fait que ces arthrites juvéniles, elles n'abîment pas que les articulations. Et l'enjeu, c'est vraiment de contrôler l'inflammation dans sa globalité. Et finalement, on peut imaginer que c'est une sorte de défaut de retour à la normale après une inflammation. Ces mécanismes qui se mettent en place dans l'arthrite juvénile, l'inflammation, c'est un système vertueux. Quand on est infecté, quand on a une infection bactérienne, je voyais des commentaires sur le chat, est-ce que la maladie de Lyme peut induire une maladie auto-immune? Est-ce qu'il y a un lien entre les agents infectieux et la survenue d'une maladie inflammatoire? Souvent, on peut retrouver des épisodes infectieux qui ont pu précéder. Le cas de la maladie de Lyme est encore un cas à part, parce que là, c'est l'arthrite elle-même, l'agent infectieux lui-même qui peut causer l'arthrite. Mais effectivement, on a une inflammation, peut-être déclenchée par quelque chose qui est bien contrôlé et qui n'est finalement pas le problème, et on a un défaut de la contraction de la réponse immunitaire, de l'arrêt de la réponse immunitaire. Normalement, après l'inflammation, on a un rétablissement de ce qu'on appelle la tolérance, et elle peut faire défaut dans les arthrites juvéniles. On peut l'identifier sur les acteurs de la réponse immunitaire. C'est des trucs un peu spécialisés, mais on a un défaut des T régulateurs et un excès des TH17, qui sont des cellules qui jouent un rôle important dans l'arthrite. Ensuite, eh bien, différents traitements ont pu être proposés. C'est ceux qu'on utilise pour vos patients, pour vos enfants, pour nos patients. C'est les anti-inflammatoires, le méthotrexate, les inhibiteurs de cytokines. Il y a aussi quelques questions sur les différents traitements biologiques qui sont utilisés. Ceux-là, on reviendra tout à l'heure dessus, mais ils sont basés sur les... On en reparlera ensuite. Et puis, des questions nombreuses aussi étaient celles sur la génétique. Est-ce qu'il y a un surrisque dans la fratrie? Quel est le rapport de la génétique avec le développement de la maladie? Alors vous savez, la génétique, c'est quelque chose que donc, on est tous porteurs de notre identité génétique. Les gènes, on en a à peu près 20 000. On a un alphabet du génome qui comporte ces 4 lettres qui correspondent aux bases nucléotidiques. Et avec ces 4 lettres, eh bien, en fonction de leur séquence, qui est différente d'un individu à l'autre, on a notre patrimoine génétique en quelque sorte. Et puis sur ces 20 000 gènes qui nous définissent, eh bien, ça module effectivement la réponse immunitaire, notre capacité à réagir à l'environnement et peut-être à développer des maladies. Probablement. Il existe un terrain génétique peut-être à faire une arthrite juvénile. Il y a 2 grands champs de maladies en génétique. C'est celle des situations de maladies génétiques classiques, qu'on dit mendéliennes, en fait, où on va avoir une transmission dominante. On a un des parents qui est atteint, et puis la moitié des enfants qui sont à risque d'être atteints de la même maladie. Et puis d'autres situations qui sont dites récessives, où là, certains enfants sont malades, les parents habituellement ne le sont pas. C'est plus volontiers dans les familles qui sont apparentées. Mais ces situations-là, de génétique classique,
où on peut presque calculer le risque pour chacun des membres de la fratrie, il est rarissime dans l'arthrite juvénile. C'est vraiment des situations extrêmement rares, et donc il ne faut pas retenir que c'est une maladie génétique classique. Par contre, de l'autre côté, il y a des facteurs génétiques qui peuvent jouer un rôle de susceptibilité, de terrain qui va favoriser. C'est bien connu pour lâcher la B27 par exemple, pour les spondyloarthrites, et aussi pour d'autres gènes qui sont candidats, qu'on essaye d'explorer pour comprendre combien ils prédisposent à la survenue ensuite d'une arthrite juvénile. Ça, c'est le cas de figure du B27, c'est le truc le plus connu finalement. Les spondyloarthrites B27+, eh bien, c'est une anomalie de ce récepteur qui présente l'antigène aux lymphocytes qui va induire une hyperactivation de ces fameux lymphocytes T qui produisent de l'interleukine 17 et qui donc, peut expliquer une part des symptômes. Cependant, ce n'est pas parce qu'on a un HLA-B27 positif que forcément on va faire une spondyloarthrite, et ça c'est un autre message important. Un autre élément qui n'est pas très loin de la génétique, c'est l'épigénétique. En fait, nos gènes sont embobinés en quelque sorte, condensés, et il faut imaginer que cet alphabet, ces mots qui sont écrits, qui définissent notre génome, eh bien, ils correspondent à un livre avec des pages qui sont collées. Et ce qui fait qu'on les décolle, ce sont ce qu'on appelle les facteurs épigénétiques. Ce qui va faire que, au sein de certaines de notre ADN qui est compacté, il va pouvoir se décompacter, se débobiner et être reconnu et traduit ensuite en protéines. Ça, ces facteurs qui modulent l'expression des gènes, c'est les facteurs épigénétiques. Et quels sont-ils? Ils sont très nombreux. Il y a beaucoup de choses finalement qui jouent sur l'expression des gènes pour tout notre génome. Et ça ne concerne pas que la situation de l'arthrite juvénile. Mais il faut se dire que même en anténatal, même avant la naissance, il y a des facteurs microbiens, infectieux, le stress, des facteurs même psychologiques, l'alimentation, des allergènes, des polluants, le tabac, qui agissent sur l'expression des gènes du bébé à naître. Puis ensuite, après la naissance, tous les facteurs de l'environnement jouent aussi sur les gènes directement. Donc la génétique, ce n'est pas quelque chose de très simple. Mais tous ces facteurs, on sait qu'ils sont importants, on peut essayer de jouer dessus et on réfléchit collectivement à tous les autres aménagements qui sont l'hygiène de vie, la prévention des risques, la rééducation, le bien-être. En fait, tous ces éléments-là jouent un rôle important pour le contrôle de ces facteurs épigénétiques. Et puis, encore, et pour conclure finalement cet aspect sur les causes, il y a les facteurs environnementaux, donc vous avez compris comment ils agissent, éventuellement même sur le génome directement. Eh bien, ces facteurs environnementaux, ils sont nombreux. Il y avait plein de questions sur le microbiote, sur les régimes et arthrite juvénile. Voilà, c'est ça. En plus, nous allions aborder des sujets très importants. Peut-être vous pouvez refaire la synthèse, Madame You. Oui, alors nous, c'est vrai qu'en tant que parents, nous avons l'impression que nous pouvons agir, peut-être, en tout cas à notre niveau, sur certains facteurs. Et de là, toutes nos interrogations, à partir des vaccins, à partir du microbiote, de l'alimentation, du stress, et puis voilà, de tous les régimes alimentaires dont on entend parler. Alors, donc ça fait partie des choses que j'avais prévues, puisque j'avais eu ces questions un peu à l'avance. Donc les facteurs environnementaux jouent un rôle important. Et puis, c'est certain qu'on est en train de redécouvrir ce qu'on appelle le microbiote. C'est l'ensemble des agents infectieux, des pathogènes qui vivent en bonne entente avec nous, ou plus ou moins bonne entente. Il faut savoir qu'en fait, le corps humain est constitué de plus de 10 fois de cellules d'agents infectieux, de microbes. Donc on est plus fait de cellules microbiennes que de cellules humaines. Ça, c'est un premier point important. Donc on imagine bien que toutes ces cellules qui sont présentes sur les muqueuses, sur la peau, le tube digestif, eh bien, elles jouent un rôle important. Elles jouent un rôle important dans la biologie et dans la physiologie. Et sachant ça, je me suis permis de vous présenter quelques diapos que Ulrich Mainzer a présenté au dernier congrès national de la Société française de pédiatrie. C'était exactement son sujet. On l'interrogeait sur le rôle de l'alimentation, du microbiote, sur le développement de l'arthrite juvénile. Donc un sujet qui est vraiment d'actualité. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des différentes études qui montrent finalement ce que font les patients, ce qu'ils essayent de faire, et vous êtes nombreux, les parents, à faire des tentatives, des régimes différents pour voir si vous allez moduler ou modifier l'inflammation sur un raisonnement qui peut se comprendre parce que ce qu'on sait de certaines maladies, mais qui sont différentes de l'arthrite juvénile, c'est la maladie cœliaque, c'est les intolérances aux protéines de lait de vache. Certaines maladies, effectivement, peuvent répondre à des régimes particuliers. Et donc, il y avait une étude assez intéressante qui est présentée ici, qui est une étude finlandaise,
où il n'y a pas que des patients qui ont une arthrite juvénile, c'est aussi des patients enfants qui avaient une maladie inflammatoire du tube digestif. Et on regardait au sein de ces sujets combien finalement avaient essayé au cours de la maladie un régime particulier. Alors c'était n'importe quel régime, sans lactose, sans gluten, ou végétalien, végétarien, il y avait toutes les combinaisons possibles, mais finalement c'est près de la moitié des patients qui ont une maladie inflammatoire du tube digestif en Finlande et 28% des patients qui ont essayé pour ceux qui ont une arthrite juvénile. Donc ça concerne un grand nombre d'entre vous. Souvent vous n'en parlez pas à votre docteur, vous faites le test et puis vous voyez s'il y a une amélioration ou pas. Ce qu'on peut dire sur la polyarthrite rhumatoïde, puisque c'est là où il y a eu le plus de données, eh bien en reprenant 15 études qui avaient été proposées, publiées dans le but de regarder s'il y avait un impact des facteurs alimentaires, eh bien, ces études qui ont été combinées et analysées n'ont pas démontré d'effet sur l'activité de la maladie. Peut-être certains soulageaient la douleur, mais de manière extrêmement modeste, et il n'y avait pas de modification de la raideur, de la destruction articulaire et de l'évolution de la maladie sur les études qui ont pu être conduites jusque-là, en termes de régime, impact sur l'activité de la maladie au long cours, pas instantanément, mais dans les mois et les années qui ont suivi. Par contre, toutes ces études pointaient du doigt que les patients avaient souvent une perte de poids et une diminution de certains facteurs ou certaines vitamines, certaines carences qui étaient induites par ces régimes. Donc il faut avoir probablement une grande méfiance sur ces régimes, en parler avec votre médecin traitant qui s'occupe de votre rhumatisme avant de décider l'un ou l'autre. Une autre question était celle des probiotiques. Des probiotiques. Faut-il préconiser la prise de probiotiques? Alors ça, c'est un sujet qui est aussi très d'actualité, qui devance même nos connaissances, parce que c'est toujours sur ce qu'a présenté Ulrich Mainzer. Il existe quelques études qui suggèrent qu'effectivement, en modifiant les microbes que l'on a dans le tube digestif, en y ajoutant des probiotiques, d'autres microbes qui ont une vertu peut-être plus tolérogène de diminuer l'inflammation, on pourrait avoir un effet. L'idée est séduisante. Certains essais ont montré une faible efficacité qui reste modeste sur les symptômes articulaires. D'autres n'ont pas confirmé ces données. Donc on est encore à la phase exploratoire. Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, on tiendra un discours différent, mais à l'heure actuelle, beaucoup de gens s'intéressent à ça. Comment on peut modifier le microbiote, comment on peut modifier les bactéries du tube digestif, et est-ce que ça va avoir un impact sur les maladies articulaires? Ça semble être plus prometteur à l'heure actuelle pour les maladies inflammatoires du tube digestif, comme la maladie de Crohn, que pour les maladies articulaires, mais on est à essayer de comprendre quels sont les probiotiques qui pourraient être utiles. Mais c'est une question d'avenir, à l'heure actuelle on ne peut pas y répondre. Une autre question. Et pour conclure, mais peut-être c'est juste sur les régimes, parce qu'ensuite j'ai plus d'autres diapos. Ce que concluait Ulrich Mainzer lors de sa conférence, c'était que finalement, ce qu'on peut vous recommander, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, saine. Et ces conduites de l'alimentation, elles sont vraies aussi pour l'activité physique, pour le bien-être général. Tous ces éléments-là sont importants dans la prise en charge. Et c'est d'autant plus important qu'on a affaire à des enfants en croissance. Oui. Il faut être conscient aussi, c'est un peu malheureux à dire, mais qu'il y a un petit fonds de commerce de médecins que je considère comme peu scrupuleux, qui publient des ouvrages sur les miracles de tel régime ou de tel autre, sans aucun fondement scientifique. Il faut bien reconnaître que si on regarde vraiment les très bonnes revues, celles qui publient des études de bonne qualité, on n'a encore absolument rien pour ne serait-ce que suggérer qu'un régime d'exclusion a la moindre utilité dans ces arthrites. Donc on met en balance le risque pour l'enfant d'avoir une éviction complète des aliments lactés, ce qui est quand même un vrai problème chez un enfant en croissance ou d'autres régimes d'exclusion. Il faut vraiment bien peser les choses, ça nous paraît important. Toujours sur l'alimentation, doit-on privilégier le bio? Alors là, c'est une question pour laquelle nous ne savons pas si l'enfant avec arthrite juvénile représente une situation différente de l'ensemble de la population. Comme vous le savez, on a des réels problèmes environnementaux. La France est un pays où on utilise beaucoup de pesticides, et on peut espérer que les aliments bio, qui malheureusement coûtent plus cher, sont un peu plus protégés par rapport à ces toxiques. Cependant, ils n'en sont pas exempts. Comme vous savez, les pesticides, par exemple, sont dispersés, et les cultures bio à côté des cultures non bio en seront porteuses aussi. Mais autant il y a eu un vrai travail scientifique, un peu contré par certains lobbies, pour évaluer l'incidence en termes de cancer,
autant on manque beaucoup d'informations sur l'influence de ces facteurs toxiques, peut-être un peu plus présents dans le non-bio que dans le bio, sur le risque de maladies inflammatoires. Ça reste très inconnu, je dirais. D'accord. Le deuxième groupe de questions concerne les vaccins. Pensez-vous que certains vaccins peuvent déclencher la maladie? Nous avons beaucoup de retours sur le RER. Voilà. C'est un gros pavé dans la mare, on a eu énormément de questions. Alors le RER, c'est intéressant, vous savez qu'en Angleterre, il y avait eu à une époque une controverse parce qu'un article avait suggéré que le RER favorisait l'autisme, des maladies inflammatoires du tube digestif, et du coup il y a eu une très grosse enquête épidémiologique qui a été lancée, qui a amené à complètement mettre à plat cette idée. Les auteurs même de l'article, en reprenant leurs données, ont dû publier un article dans la même revue, expliquant que clairement ils avaient donné un message faux. La question se pose pour presque tous les vaccins. Alors aujourd'hui on se la pose moins pour des vaccins plus anciens, puisque au fond ces vaccins ont une longue histoire derrière eux et sont moins sujets à polémique, mais tout vaccin un petit peu récent, c'est le cas par exemple pour le Gardasil, pour le Cervarix proposé aux jeunes filles. Il y a eu cette polémique pour l'hépatite B en France vis-à-vis des risques de poussée neurologique, dans le cadre d'études complètement biaisées pour lesquelles les données épidémiologiques derrière rassurent quand même, je pense, font beaucoup de mal. Alors, les vaccins en général sont une intervention immunologique, donc on ne peut pas exclure chez un patient X dans une situation Y, un vaccin puisse avoir à un moment un rôle de trigger, de déclenchant d'une inflammation sur un terrain fragile, comme toute infection. Et en même temps, il faut être conscient qu'on est soumis en permanence, chaque jour, à un nombre énorme de stimulations antigéniques. Donc est-ce que vraiment les vaccins modernes, qui contiennent très peu d'antigènes stimulants, contrairement à des vaccins plus anciens, modifient beaucoup notre exposition des facteurs antigéniques? C'est une question qui n'est vraiment pas claire pour les spécialistes en immunologie. Les principaux problèmes objectifs qui ont pu mettre en évidence avec des vaccins ces dernières années ont été liés pour certains vaccins particuliers à l'adjuvant qui était présent dans certains vaccins. Vous avez peut-être entendu parler avec une souche de vaccin anti-H1N1 il y a quelques années d'un adjuvant toxique qui donnait des problèmes musculaires. Donc ça a été un vrai problème, assez circonscrit, mais qui a été pris en compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les vaccins contre la grippe ne posent absolument plus ce problème. Donc on est conscient qu'on reste dans un domaine délicat, mais ayant dit ça, les études sérieuses qui sont faites en évaluant par exemple le nombre de nouveaux cas dans une population donnée avant l'introduction d'un vaccin et comparant au nombre de nouveaux cas après l'introduction d'un vaccin, n'ont pas du tout montré d'augmentation des maladies inflammatoires et l'arthrite en particulier en lien avec l'introduction d'un nouveau vaccin, que ce soit le ROR ou que ce soit des vaccins de ce type. Donc si on regarde à l'échelle d'une population, l'impact des vaccins sur le déclenchement de la maladie est nul. Si on regarde chez un individu donné, on ne peut jamais complètement exclure que cet individu, il aurait peut-être pu avoir une maladie favorisée par tel environnement. C'est extrêmement difficile parce qu'il a pu dans le même temps avoir aussi une stimulation environnementale différente qui n'a pas préoccupé les parents, une infection virale X ou Y. Et puis le champ de la pédiatrie et le champ des vaccinations. Les vaccins sont faits pour protéger au plus tôt possible parce qu'elles représentent un danger dès le plus jeune âge, peut-être même souvent chez le petit nourrisson. Et l'enjeu, c'est de vacciner tôt pour protéger de ces infections. Les vaccins, c'est quand même les seuls médicaments qui ont permis d'éradiquer des maladies. Et il est assez fréquent pour des maladies qui vont commencer dans l'enfance de retrouver dans les semaines, les mois qui ont précédé la notion d'une vaccination. Mais comme l'a dit le professeur Cartier, si on regarde au sein des sujets qui sont vaccinés ou non vaccinés, il y a la même fréquence de la maladie que l'on ait été vacciné ou que l'on ne soit pas vacciné. Donc ça, c'est dans le déclenchement de la maladie. Dans le déclenchement Mais en fait, là, en préparant, j'ai eu beaucoup de questions sur le vaccin, justement, contre la grippe. Plusieurs personnes ont dit que, à la suite du vaccin antigrippal, elles ont une poussée. Elles sont en poussée. Alors, c'est une question délicate, parce que, là encore, on est dans une balance bénéfice-risque. Tout vaccin représente une petite stimulation antigénique et on peut comprendre qu'une situation un tout petit peu instable, toute infection de passage, tout vaccin, toute stimulation, même chez des enfants allergiques, les pollens, peuvent favoriser éventuellement une poussée, c'est vrai. Mais d'un autre côté, ne pas se vacciner, c'est s'exposer à faire éventuellement une vraie grippe, puisqu'on parle de la grippe, qui est beaucoup plus à même de déclencher une poussée et qui surtout est beaucoup plus à risque de lésions pulmonaires graves et de décès
chez un patient qui aurait un traitement diminuant un peu son immunité, comme le méthotrexate, les corticoïdes ou un agent biologique. Donc nous sommes, nous médecins, dans une situation de balance bénéfice-risque, où nous disons finalement, par rapport au risque de déclencher une poussée avec un vaccin qui sera probablement une poussée que nous pourrons contrôler, si même ce risque existe. Il faut dire en plus que les derniers vaccins anti-grippe sont des vaccins qui manquent même un peu de puissance, tant on est devenu prudent justement sur ces fameux adjuvants associés. Donc le risque que ces vaccins déclenchent une poussée paraît extrêmement faible. Si même on prenait un petit risque, que chez un enfant en situation particulière ça puisse favoriser une poussée, quand même ces poussées sont généralement contrôlables, alors que le risque de laisser l'infection se développer, qui est quelque chose de beaucoup plus virulent que la stimulation vaccinale, serait même pour la maladie elle-même et même pour des complications possibles de l'infection elle-même, la grippe et pour des complications neurologiques, des complications dont on ne parle peut-être pas assez, serait un problème d'une autre nature. Bon, cette année encore, il y a eu des milliers de morts de la grippe en France. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, de décès imputés au vaccin. D'accord. Une question sur le chat. Existe-t-il un vaccin pour renforcer les défenses immunitaires du tube digestif? Ça, c'est dans les stratégies de développement de médicaments ou d'immunomodulation, il y a des gens qui travaillent justement sur des vaccins tolérogènes. Donc on chercherait l'inverse de ce qu'on fait quand on est face à une infection, on veut essayer de fabriquer des défenses pour se protéger des microbes. Eh bien on essaye aussi, en comprenant mieux comment fonctionnent les maladies inflammatoires, de trouver des vaccins qui pourraient au contraire diminuer l'hyperactivité du système immunitaire. Et donc j'imagine que là pour les questions sur le tube digestif, c'est vis-à-vis des maladies inflammatoires du tube digestif, où c'était... Ah non, j'ai peut-être mal interprété la question. C'est pas sur ce champ-là, c'était renforcer les défenses immunitaires uniquement du tube digestif. Alors tous les vaccins vont induire une réponse immunitaire un peu généralisée. Ceux qui sont administrés par voie orale, qui sont aussi beaucoup un champ d'exploration important, parce que lorsqu'on stimule l'immunité muqueuse, l'immunité du tube digestif, on va aussi induire une réponse immunitaire au sein de ce tube digestif. Donc dans ces cas particuliers, on a des voies de recherche de vaccins oraux qui vont conduire à une meilleure protection du système immunitaire digestif. Là, il s'agit du rotarix, c'est ça? Alors c'est vrai pour le rotavirus par exemple, et puis donc c'était vrai pour la polio orale, c'est vrai pour certains virus ou infections qui peuvent toucher plus volontiers le tube digestif ou les muqueuses. Et là pour le coup l'administration orale va avoir cet effet bénéfique de se traduire par une meilleure défense des muqueuses précisément. Ensuite dans la réponse vaccinale du vaccin classique sous-cutané, on a aussi une part de réponse immunitaire qui est favorisée au sein des muqueuses. En effet, tous les vaccins que l'on peut utiliser ont aussi la capacité d'induire des productions d'anticorps qui vont protéger au niveau des muqueuses, mais des stratégies qui identifient uniquement les muqueuses, actuellement, ce sont certains vaccins viraux, comme le vaccin vis-à-vis du rotavirus, en effet. Alors il y a aussi tout un champ de recherche, bien sûr, pour avoir une action anti-inflammatoire et curatrice des vaccins. Et bon, c'est un champ de recherche qui est encore relativement précoce et il se peut qu'à l'avenir on puisse remplacer certaines biothérapies par certaines approches de type vaccinal. Donc là il y a un grand travail qui est fait dans certains laboratoires, mais on est encore un peu dans la médecine du futur, je dois dire. Je voulais juste revenir sur un point qui je pense est clair pour beaucoup de familles, mais peut-être pas pour toutes. Chez un enfant qui est déjà malade, qui est déjà sous traitement, ou même qui va bien mais sous traitement, nous avons deux types de vaccins à prendre en considération. Nous avons les vaccins vivants et ceux qui ne le sont pas. Les seuls vaccins pour lesquels il existe des contre-indications officielles à être utilisés pendant qu'on prend un traitement par méthotrexate ou une biothérapie sont le vaccin contre rougeole, oreillon, rubéole, le vaccin contre la varicelle, et puis dans des situations un peu particulières, pour les voyageurs, le vaccin contre la fièvre jaune par exemple. Il faut bien reconnaître que d'un autre côté, déclencher une varicelle lorsqu'on est sous traitement, ça peut être un problème, déclencher une rougeole sous traitement, ça peut être un problème encore plus élevé, et même ces vaccins vivants atténués qui sont théoriquement contre-indiqués, ne sont en fait pas très virulents. Ce sont des vaccins qui sont vivants atténués, mais vraiment très très atténués, en particulier celui de la varicelle. Et de plus en plus, nous avons de données dans des études qui sont faites soit chez l'adulte, soit chez l'enfant, que même des patients sous méthotrexate ou sous un anti-TNF-alpha, donc une biothérapie, qui ont reçu un vaccin contre la varicelle ou un vaccin contre la rougeole, en fait, ont bien supporté ces vaccins, ont monté une assez bonne réponse derrière. Donc il se pourrait que, ayant un peu à l'encontre des recommandations des experts infectiologues très très prudents, les pédiatres rhumatologues que nous soyons, dans un contexte particulier, d'enfants qui vivent en communauté vis-à-vis de la varicelle, d'épidémie de rougeole dans une région, vous disions, nous préférons vacciner votre enfant,
bien qu'il ait un traitement qui établisse un peu son immunité, en voyant quels aménagements nous faisons ou nous ne faisons pas dans son traitement, là encore dans une démarche que vous devez comprendre, qui est une démarche d'évaluer la balance bénéfice-risque de chaque traitement. Mais le message quand même intéressant dans ces études, c'est que finalement même ces vaccins vivants atténués, donc un peu les plus puissants de ces vaccins, semblent bien supportés chez les enfants avec arthrite juvénile, sous traitement, sous méthotrexate, sous biothérapie. Finalement ils semblent bien supporter ces vaccins officiellement contre-indiqués dans cette situation. D'accord. Donc là, on était en train de discuter pendant votre message. Désolée. C'était à partir de la question, peut-il y avoir un lien entre neutropénie auto-immune et arthrite juvénile? Et en fait, Dr Belot me disait que c'était plus personnel et peut-être... Alors c'est toujours des cas particuliers, j'imagine que ça correspond à une situation singulière, mais c'est pas la situation habituelle. Les arthrites juvéniles, c'est plutôt une polynucléose, on n'a pas vraiment d'atteinte auto-immune des neutrophiles. Cependant, dans le spectre un peu plus élargi des maladies inflammatoires de l'enfant, certaines connectivites mixtes par exemple, ou certaines maladies auto-immunes comme le lupus peuvent associer des manifestations articulaires à des anomalies auto-immunes des lignées sanguines, comme une neutropénie, qui veut dire en fait que c'est la famille des polynucléaires neutrophiles qui est diminuée à cause d'une auto-immunité, d'auto-anticorps qui ciblent ces cellules. Et donc c'est un cas de figure qui existe, mais qui est plutôt le champ plus large des maladies auto-immunes que celui des arthrites juvéniles idiopathiques. Et comme on le disait au début, effectivement on ne pourra pas donner des réponses précises à des cas particuliers qui nécessitent une bonne analyse du dossier. On peut aussi dire qu'en dehors du champ des arthrites juvéniles, ce qu'on appelle des fois les neutropénies auto-immunes du jeune enfant sont souvent des neutropénies assez bénignes qui vont guérir toutes seules en quelques années. Donc il y a les vraies neutropénies auto-immunes problématiques qui vont s'intégrer dans une maladie auto-immune plus large, et puis il y a des phénomènes plus bénins qui vont guérir et pour lesquels le lien avec l'arthrite juvénile mériterait une analyse précise du dossier. D'accord, merci pour ces précisions. J'ai une dernière question concernant les causes, et puis ensuite on pourra, avec le chat, arriver sur les questions par rapport au traitement. J'avais une question sur les fratries touchées. Est-ce que c'est vraiment si rare que ça? Et est-ce que les frères et sœurs des enfants malades ont plus de chances de tomber malades? Alors, de ce que j'ai expliqué finalement sur les facteurs génétiques, la situation d'une maladie de transmission mendélienne comme la mucoviscidose, la dystrophie de Duchenne ou des maladies génétiques que vous pouvez connaître, cette situation-là, elle est rarissime. Elle existe, c'est des nouvelles maladies génétiques qui sont en train d'être démembrées. Quand on a vraiment beaucoup de membres dans une même famille qui sont atteints de la même maladie, d'une arthrite juvénile, eh bien c'est intriguant et on a les outils génétiques que l'on n'avait pas par le passé qui nous permettent plus simplement d'essayer de découvrir s'il y a un gène ou pas de gène. Et il est possible qu'on découvre dans les années qui viennent des nouvelles formes génétiques monogéniques, mendéliennes, génétiques classiques de ces arthrites juvéniles. Mais c'est des cas rarissimes, c'est des cas extrêmement rares. Ensuite, on est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler la susceptibilité à faire une arthrite juvénile. Et au sein d'une même famille, probablement il y a des facteurs génétiques qui jouent un rôle beaucoup plus modeste, mais qui participent quand même à faire ce terrain qui va favoriser ensuite, peut-être à la faveur d'une infection virale, ou il y a un trigger, un agent qui va déclencher la maladie sur un terrain génétique particulier. Et ce terrain-là, il peut être partagé dans la fratrie. On a tous des exemples au sein d'une même famille, 2 ou 3 membres qui sont atteints dans la grande famille élargie, en comptant les oncles, les cousins, et donc il est possible qu'il y ait des facteurs favorisants qui ne sont pas suffisants pour déclencher la maladie, mais qui peuvent participer au développement de cette maladie-là. Ce message que l'on peut transmettre sur la génétique de ces maladies, il changera dans les années qui viennent, parce que maintenant on peut scanner en quelque sorte l'ensemble du génome pour nos patients. Et probablement ça deviendra des examens beaucoup plus communs dans les années qui viennent, où on pourra déterminer quelle est la signature génétique de telle ou telle maladie, et combien finalement ce facteur génétique a pu aider au développement de la maladie. Mais en aucun cas, dans la majorité des cas, on est dans des situations de maladies génétiques classiques mendéliennes. Voilà le message qu'on peut transmettre. Je ne sais pas si oui, vous pouvez commenter. dans une situation les plus caricaturales qui existe chez l'enfant et chez l'adulte, qui est celle des familles qui sont porteuses pour l'un des parents, éventuellement les deux, du HLA-B27, certains se sentiraient culpabilisés de transmettre à leur enfant un risque plus élevé de développer une maladie inflammatoire, notamment articulaire. Il faut comprendre aussi que, au fond, tout est question d'équilibre dans notre organisme. Pourquoi est-ce que tellement de gens dans la population générale portent le HLA-B27, et pour la plupart d'ailleurs se portent très bien avec ce HLA-B27? C'est parce que, globalement, on se défend un peu mieux contre les infections, contre un certain nombre d'infections avec ce HLA. Et c'est probablement pour ça que dans l'histoire de l'humanité, eh bien, ce HLA-là a été un petit peu favorisé par rapport à d'autres. Il permet aussi de mieux se défendre, y compris vis-à-vis de l'épidémie du sida.
les personnes porteuses de HLA-B27, avant qu'on ait des traitements efficaces de l'infection au virus de l'immunodéficience humaine, au VIH, progressaient moins vers le sida que les personnes qui n'étaient pas HLA-B27. Donc finalement, on transmet à nos enfants des points forts, des fragilités. Personne n'est parfait, personne n'a les mêmes capacités à faire face à l'inflammation, à l'infection, au cancer ou à d'autres complications. Mais cela dit, on n'est pas, sauf dans les très rares maladies mendéliennes dont parlait Alexandre et qui concernent un tout petit pourcentage de familles, dans une situation où on va proposer du conseil génétique ou bien des consultations avant tout symptôme. En une situation où il faut vivre normalement et puis s'il y a un symptôme, ma foi, on fera le point ensemble. D'accord. Nous avons beaucoup de questions actuellement sur les traitements, donc je pense qu'on va passer à cette rubrique-là. En commençant par les INS, quels peuvent être les effets secondaires sur le long terme de la prise d'anti-inflammatoires? Alexandre, tu vas peut-être répondre parce qu'avec ta casquette de néphrologue pédiatre, tu connais très bien cet aspect. Alors pour ce qui est des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est vraiment le traitement que je pense la plupart des enfants ont déjà reçu. C'est le traitement de première ligne qu'on utilise même pour valider l'aspect inflammatoire des symptômes. On améliore habituellement les symptômes, même de manière partielle, sous anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et les rhumatopédiatres en prescrivent beaucoup et sur des très longues durées. Donc on a une vision un peu différente de celle des néphrologues pédiatres qui, eux, voient les complications. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, chez un enfant qui est bien hydraté, qui n'a pas d'infection intercurrente, eh bien, notre expérience, c'est que c'est très bien toléré. C'est très bien toléré à la fois pour la toxicité rénale possible et pour la toxicité gastrique possible. Dans notre expérience sur le centre de Lyon, on ne prescrit pas systématiquement des protecteurs gastriques et on se rend compte que finalement ce sont des médicaments au long cours qui sont très bien tolérés avec l'efficacité qu'on leur connaît. Ensuite, je serai, avec ma casquette de néphrologue pédiatre, très prudent et peut-être c'est un message important à transmettre aux familles, c'est que lorsqu'on est dans des situations où l'enfant peut être déshydraté, lorsqu'il est traité par ces anti-inflammatoires non stéroïdiens mais qui va présenter une gastroentérite ou une virose intercurrente, et bien là il faut se méfier qu'on ne risque pas de précipiter une insuffisance rénale aiguë, et ça nous arrive quelquefois d'avoir des enfants qui sont sous anti-inflammatoires non stéroïdiens. Souvent, ce n'est pas des patients de rhumatologie, mais c'est des patients qui viennent, qui ont eu une automédication avec des anti-inflammatoires comme l'ibuprofène, assez classique, au moment d'un pic fébrile et d'une gastroentérite, et qui arrivent en situation de déshydratation avec insuffisance rénale. En fait, la toxicité, elle est vraiment potentialisée par l'événement intercurrent, et en particulier la déshydratation. Donc, sous couvert d'une hydratation satisfaisante, de se méfier quand il y a un épisode intercurrent, la tolérance des anti-inflammatoires non stéroïdiens, elle est très bonne. D'accord. Voilà. Alors, sur le long terme, certains des familles que je suis ont été inquiètes par des études chez l'adulte qui montraient que certaines familles très particulières d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, les anti-COX-2, pouvaient être associées dans des grands corps de patients adultes plutôt âgés à un petit surrisque cardiovasculaire. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens que nous utilisons chez l'enfant ne sont pas, sauf situation très exceptionnelle, des médicaments de ce type. Ce sont des anti-inflammatoires beaucoup plus équilibrés et pour lesquels, même chez l'adulte, on n'a pas montré de surrisque cardiovasculaire à leur utilisation. Une question sur les infiltrations. Quelle est la pertinence des infiltrations en période d'inflammation? Alors, donc on pourra traiter ensuite des questions de traitement. Je ne sais pas si tu l'abordais. Oui, alors en fait, dans ces diapositives, je listais un peu les traitements de première ligne assez fréquents. Les infiltrations sont très utiles lorsqu'elles nous permettent de contrôler l'inflammation sur un petit nombre d'articulations, parfois une articulation, le cas le plus typique est un gros genou, et d'éviter de devoir renforcer le traitement général. C'est un geste qui, bien fait, se passe bien, dont les complications sont vraiment exceptionnelles. C'est un geste qui n'a une action que locale. Donc ce sont à la fois la force et les limites de ce geste. Nous y avons tous recours. Nous allons sans doute à l'avenir encore améliorer la qualité de ce geste en formant de plus en plus de gens à l'utilisation de l'échographie, qui peut être aussi sur des articulations un petit peu difficiles, surtout chez le petit enfant ou avec peu de liquide, aider à infiltrer avec encore plus de précision. Donc ça va rester une arme dans nos mains pour aider à passer un cap sans trop majorer le traitement général. Bon, maintenant, comme je l'indiquais sur cette diapositive, ça ne résout pas tout. Chez les enfants qui développeraient une uvéite ou qui développeraient une arthrite plus diffuse, ben là il faut des traitements à la fois locaux pour l'uvéite mais parfois généraux associés. Et puis chez les enfants chez qui les anti-inflammatoires non stéroïdiens à l'infiltration ou le traitement local de l'uvéite ne suffisent pas, et bien il faut réfléchir au traitement de fond, donc famille du méthotrexate ou biologique en fonction de la situation. Là, effectivement, nous arrivons sur les questions plus précises. Quelles avancées dans les anti-interleukines?
Est-ce qu'il y a d'autres traitements à l'avenir qui pourraient arriver? Oui, alors il y a deux aspects, on va passer à la diapositive suivante si tu veux. Bon, on a parlé des risques des traitements classiques et on va passer rapidement sur les risques des corticoïdes. Voilà. Vous le savez, on essaye d'éviter au maximum les longues corticothérapies. Ce n'est pas un énorme problème de donner sur une durée brève une corticothérapie générale, mais sur une longue durée, lorsqu'on peut l'éviter, on l'évite. Lorsqu'on est contraint de le faire chez certains enfants, malheureusement, il y a toute une série d'éléments de surveillance, d'adaptation diététique, de surveillance de la tension, qu'il faut mettre en place, et de surveillance ophtalmologique. Et de la croissance, bien sûr, puisque la maladie inflammatoire ralentit la croissance, les corticoïdes ralentissent la croissance, et il y a des enfants chez qui on doit essayer de trouver le meilleur équilibre possible pour justement mieux traiter la maladie inflammatoire en donnant le moins possible de corticoïdes. Donc ça peut être une indication à des traitements plus puissants comme les biothérapies. Et dans certaines situations, on est malgré tout avec une croissance trop lente qui nous amène à discuter en lien avec les endocrinologues l'intérêt de l'hormone de croissance. Ça reste encore expérimental, ça reste encore des situations cas par cas, mais certains enfants bénéficient de recevoir en plus de l'hormone de croissance pour grandir correctement lorsque malheureusement on continue à avoir besoin de corticoïdes dans leur maladie sur une durée un petit peu longue. Alors ensuite, pour ce qui concerne les biothérapies, ces traitements, comme l'a évoqué Alexandre Bello, ont eu un intérêt majeur pour nous, qui a été aussi de démontrer d'une certaine façon quels sont les mécanismes de ces arthrites juvéniles idiopathiques. Et ça nous a permis de démontrer, par exemple, que les polyarthrites ou les oligoarthrites de l'enfant étaient très dépendantes du TNF-alpha ou bien de l'interleukine 6, puisqu'en bloquant le TNF-alpha ou l'interleukine 6 avec des médicaments différents, on a chez la majorité des enfants un bon contrôle de l'inflammation et de l'arthrite. Pour être aussi sensible à des médicaments immunologiques un peu plus subtils comme l'abatacept chez certains d'entre eux. On a pu montrer que les enfants qui avaient des formes systémiques d'arthrite juvénile idiopathique allaient plutôt bien répondre au blocage de l'interleukine 1 ou éventuellement de l'interleukine 6. Donc là encore, ça nous prouve que ces voies sont importantes dans l'arthrite. Ensuite, clairement, le problème, c'est que ces traitements biologiques sont des traitements un peu plus récents que ceux auxquels nous étions habitués, donc les anti-inflammatoires, le méthotrexate. Nous avons maintenant, pour ces traitements, en fonction du traitement, on va dire entre 12 ou 16 ans de recul pour la plupart des molécules. Donc ce n'est pas encore extrêmement long, même si ça commence à être encourageant. Nous avons un vrai effort qui est fait collaboratif à travers la GIRCORT, dont parlait Alexandre, à travers un projet qui s'appelle PharmaChild, pour suivre au long cours des grandes cohortes de patients. On voudrait suivre des dizaines de milliers d'enfants avec arthrite juvénile sur la durée et bien valider des premiers résultats qui sont plutôt très rassurants quant à la bonne tolérance de ces biothérapies chez l'enfant. Mais ça reste des traitements qui fragilisent du risque infectieux. Et il faut bien comprendre que quand on prend un traitement isolément, le risque infectieux est relativement faible. Si on prend uniquement une biothérapie, qu'on a besoin de rien d'autre, un risque infectieux existe, mais il est assez faible. Si l'enfant est dans une situation où il a besoin en plus de méthotrexate et en plus de corticoïdes, là on fait bien sûr monter le cumul de ces différents traitements fait monter le risque infectieux, il faut être encore plus vigilant. Bien sûr, des efforts sont faits. Ces biothérapies ont donné des résultats très encourageants, mais même lorsqu'on vous présente des études ou des résultats de registre qui montrent que la majorité des enfants vont très bien répondre, néanmoins, même parmi ceux qui répondent très bien, ce n'est pas toujours parfait. Certains gardent quand même un petit fond d'arthrite qui les gêne. Et puis il reste ce petit pourcentage d'enfants plus difficiles à traiter, qui ne répondent pas bien à une première ligne de biothérapie. On sait que ces enfants-là sont plus durs à traiter. Souvent, fort heureusement, une deuxième ou une troisième ligne permet de mieux contrôler la maladie. Et à cet égard, il est important de poursuivre la recherche et les efforts. Donc pour répondre à votre question, nous avons en ce moment chez l'enfant plusieurs médicaments autorisés. Vous savez qu'il y a 2 médicaments anti-TNF, etanercept, Enbrel, adalimumab, Humira, l'abatacept, Laurencia, et par ailleurs le tocilizumab, Roactemra, qui sont utilisés dans les polyarthrites. Il y a des médicaments comme le Roactemra et le canaculumab, donc Roactemra ou Ilaris, qui sont autorisés dans la maladie de Still, le second médicament n'étant pas encore remboursé. Et puis il y a l'anakinra kinérate qui n'est pas autorisé, mais dont on sait qu'il marche et qui est souvent utilisé aussi. Donc nous avons ce panel de médicaments disponibles qui doit quand même être prescrit par des gens qui connaissent bien la maladie pour les prescrire et les suivre à bon escient. Et puis il y a des recherches qui sont faites soit avec des nouveaux médicaments dans les mêmes familles thérapeutiques. Donc il y avait des questions qui parlaient du golimumab, ou il y a aussi le certolizumab pegol, qui sont des nouveaux anti-TNF qui sont l'objet d'essais. Il y a des médicaments dans d'autres familles thérapeutiques qui sont développés, des anti-JAK par exemple, qui sont à l'étude, mais qui peuvent aussi poser des problèmes de toxicité encore à bien évaluer chez l'enfant. Et il y a aussi tout un travail qui est fait pour utiliser les médicaments connus exactement à la dose dont l'enfant a besoin, ce qu'on appelle la pharmacocinétique. On se rend compte qu'en fonction du poids de l'enfant, en fonction
d'autres caractéristiques, la dose doit parfois être mieux adaptée, plus finement que nous ne le faisions dans le passé. Et donc là, il y a tout un travail qui est fait aussi pour arriver à mieux définir la bonne dose pour un enfant donné. Et enfin, comme certaines voies d'administration sont un peu pénibles, les perfusions intraveineuses sont un peu pénibles, toute une série d'études essayent de voir si des médicaments qu'on donne par voie intraveineuse, comme le tocilizumab, comme l'abatacept, ne pourraient pas, à l'avenir, être donnés par voie sous-cutanée, ce qui est quand même beaucoup plus agréable. Merci beaucoup de votre réponse assez complète. Par rapport aux troubles de la croissance, on a une question vraiment très précise. Comment y remédier? Alors, je crois que Pierre Cartier a un peu abordé le sujet. Déjà, il y a un enjeu important qui est le fait de pourquoi on ne grandit pas bien. Et c'est complexe, c'est mixte, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Je vois sur le chat, il y a beaucoup de témoignages de traitements qui avaient été proposés 20 ou 30 ans en arrière avec beaucoup de corticothérapie. Et donc la corticothérapie, bien, ça fonctionne bien sur l'inflammation, mais on connaît aussi, avec le recul qu'on a désormais, l'impact et les effets secondaires de la corticothérapie. Donc un des enjeux majeurs que l'on a, nous maintenant cliniciens, c'est d'essayer de l'utiliser à bon escient, de savoir contrôler l'inflammation lorsqu'on est en poussée, mais aussi garantir la rémission et la durée de la rémission sur le temps avec d'autres traitements. Et c'est un peu l'objectif d'introduire assez précocement ces thérapeutiques ciblées pour diminuer l'impact ou la durée de la corticothérapie, ou pour ceux pour lesquels on ne peut pas se passer de la corticothérapie, trouver la dose la plus faible. Ceci étant dit, donc ça c'est le premier levier d'action que l'on a pour agir sur la croissance, c'est minimiser les médicaments qui la freinent, donc la corticothérapie. De l'autre côté, on a aussi l'hormone de croissance qu'on utilise dans le cadre de protocoles pour... on sait que l'inflammation chronique, elle bloque la croissance, quelle que soit la maladie inflammatoire. L'inflammation elle-même, elle empêche l'efficacité de l'hormone de croissance sur ces récepteurs et on doit donner des doses qu'on dit supraphysiologiques au-dessus de ce que sécrètent nos glandes pituitaires et donc on aide en donnant ce traitement sous-cutané et avec des résultats favorables. Il y avait tous des travaux qui avaient été conduits par l'équipe de Necker et Simon, et c'était Robert Debré, Dr Simon, qui avait bien montré l'efficacité de cette hormone de croissance, mais qui est réservée à des cas vraiment très particuliers de défaut de croissance. Et puis enfin, il y a des situations où on ne peut pas modifier la croissance parce que il y a une part, mais c'est un champ très très singulier, très rare de ces formes d'arthrite juvénile qui sont associées à des maladies osseuses constitutionnelles où là, le squelette ne grandira pas parce que génétiquement, il y a des anomalies squelettiques. D'accord. Une question sur les prothèses. Quel recul sur les prothèses? Existe-t-il un risque infectieux? Et voilà, c'est tout. Alors le recul grandit d'année en année. Nos collègues orthopédistes seraient plus à l'aise que nous pour répondre, mais ils ont néanmoins maintenant des enfants qui ont eu des prothèses de hanche il y a 15 ans, 20 ans, donc c'est très encourageant. Plus une prothèse est peu sollicitée, plus elle dure longtemps. Donc c'est vrai qu'un patient très sportif, très actif, va peut-être user sa prothèse un petit peu plus vite qu'un patient qui a une vie plus sédentaire. Donc les prothèses sont un énorme soulagement pour des patients qui, grâce à ça, passent d'une situation de raideur, de handicap quotidien, de douleur, une situation où ils peuvent de nouveau vivre normalement avec beaucoup moins, voire pas de douleur du tout. Elles ont une longue durée de vie. Le risque infectieux semble très faible, mais vraiment très faible. Néanmoins, si on a par malchance une infection, alors la situation la pire, c'est celle du patient toxicomane qui s'injecte un germe en intraveineux. Là, bien sûr, elle peut se fixer sur le matériel étranger et créer une situation très problématique. C'est heureusement extrêmement rare dans le suivi de nos collègues orthopédistes. D'accord. L'évolution des traitements fait qu'on a moins d'enfants aujourd'hui que dans le passé qui détruisent leurs articulations et ont besoin d'une prothèse à l'âge pédiatrique comme adultes jeunes. Mais néanmoins, on a quand même quelques patients pour qui cette question se pose et pour lesquels il est important qu'on puisse leur proposer au moment venu ce geste chirurgical qui les soulage beaucoup. Par rapport aux prothèses, elles existent pour quels membres? Il y a les prothèses de hanches, les prothèses de genoux, il y a de façon plus expérimentale d'épaules, de coudes, et puis il y a d'autres interventions orthopédiques qui ne sont pas forcément des prothèses, mais qui peuvent beaucoup soulager. Par exemple, des enfants qui ont détruit l'articulation du poignet et qui ont une vraie faiblesse, qui ne peuvent plus même avoir une force de contracture des doigts parce que leur poignet est en mauvaise position. Le fait de faire ce qu'on appelle une arthrodèse, par exemple de fixer le poignet dans une position fonctionnelle, certes leur poignet sera ensuite très peu mobile ou pas du tout, mais il sera dans une position fonctionnelle, ils auront de nouveau toute la force de grâce de leurs mains, donc ils vont gagner en qualité de vie, en fonction par rapport à l'absence d'intervention chirurgicale. D'accord.
Nous avons aussi maintenant des questions en dehors de ce que nous avions prévu. Donc des questions un petit peu déconnectées de tout ce que nous avons dit précédemment. Pourquoi les pédopsychiatres ne sont pas impliqués dans les soins? Alors, je pense que ça dépend beaucoup des équipes, mais ça c'est encore un témoignage. Sûrement, peut-être pas assez. C'est un message important que les patients peuvent nous renvoyer, c'est que la composante, la dimension psychologique dans les maladies chroniques, elle est majeure. Et quelle que soit la maladie chronique, quand on a une maladie chronique avec des traitements dont on est obligé d'administrer par piqûre, eh bien ça a un retentissement sur la qualité de vie, sur le quotidien de nos patients. Et puis aussi, à l'inverse, les facteurs psychologiques peuvent aussi impacter sur la perception de la douleur. Et donc, il y a un enjeu majeur à pouvoir satisfaire ou évaluer correctement cette dimension psychologique qui est partie intégrante de nos maladies chroniques. On y réfléchit beaucoup. On a beaucoup de démarches actuellement, quand on pense à l'éducation thérapeutique, à ce qui s'installe maintenant au moment de la transition, pour prendre en compte l'ensemble de ces dimensions. Et la dimension du pédopsychiatre qui intervient à plusieurs niveaux finalement, sur le fond des facteurs psychologiques qui peuvent déclencher la maladie, la perception de la douleur chronique, mais aussi le réapprentissage de la maladie. Quand on est malade depuis 2 ans, 3 ans, que les parents portent la maladie de leur enfant, on réfléchit à réapproprier la maladie à l'adolescence et avec l'aide des pédopsychiatres de faire des nouvelles annonces, des secondes annonces diagnostiques, pour aider finalement à ce que le patient s'approprie, et donc l'ado s'approprie sa maladie, comprenne pourquoi on lui fait ses traitements. Et donc il y a quand même des démarches qui existent dans l'ensemble des centres de la filière pour essayer de structurer, et ce témoignage peut nous indiquer qu'on ne le fait pas encore assez, mais c'est des travaux en cours pour essayer d'aider justement sur les dimensions psychologiques de nos patients avec nos pédopsychiatres. Donc ils ne sont pas intégrantes dans l'équipe de rhumatologie pédiatrique, mais on les fait intervenir régulièrement. Il y a les pédopsychiatres, il y a aussi les psychologues qui font aussi un travail très important. Et le champ de l'éducation thérapeutique, le champ de cette médecine de transition ou de l'ado aussi, sont des champs qui laissent une large place à cette composante psychologique et à leurs spécialistes. D'accord, merci beaucoup. Une autre question, quel est le délai de réponse pour les résultats génétiques? Alors c'est variable bien sûr, soit on recherche une anomalie précise et on demande au laboratoire est-ce que cet enfant a par exemple une fièvre intérienne familiale, et là dans la plupart des laboratoires on peut espérer une réponse dans les 3 semaines. Il y a même des situations où c'est une urgence thérapeutique d'avoir une réponse, mais ce n'est pas tellement le cas dans les pathologies dont nous parlons où on a un résultat en 24 heures. Cependant, dans l'arthrite juvénile, la situation est beaucoup plus complexe parce que lorsqu'on fait des recherches génétiques, on recherche plutôt tout un ensemble de facteurs qui peuvent peut-être participer, comme l'a expliqué Alexandre Bello, non pas d'une manière mendélienne, mais comme facteur un peu de susceptibilité à l'affection. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Vous allez peut-être trouver que tel gène est dans une configuration où il est plus fortement exprimé chez 60% des enfants avec arthrite juvénile versus seulement 30% des enfants sans arthrite juvénile. Donc bien sûr, à lui seul, il n'explique rien du tout, mais peut-être que combiné à telle autre particularité génétique, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Donc là, ce sont des recherches d'association beaucoup plus longues, beaucoup plus complexes, qui peuvent mettre de nombreuses années à donner des résultats, et des résultats qui sont parfois même considérés par la communauté scientifique comme insuffisants en eux-mêmes, c'est-à-dire que vous allez voir une publication d'une première étude faite dans une grande population de patients anglais, par exemple, mettant en avant la possibilité que tel et tel gène soient incriminés. Pour que la communauté scientifique prenne ça au sérieux, il faut qu'il y ait au moins une deuxième grande cohorte dans un autre pays qui donne les mêmes résultats. Sinon, on se dira que c'est un peu par hasard qu'on a trouvé, parce que quand on cherche beaucoup statistiquement, si vous testez 20 questions différentes, eh bien vous aurez une des 20 qui va sortir comme entre guillemets significative, c'est-à-dire pour laquelle on se dit à 95% elle correspond au facteur à la question posée. Donc il faut vraiment des études assez longues dans certaines situations. Alors j'ai une question qui était venue un petit peu antérieurement. Peut-on concevoir un enfant si on est porteuse d'une arthrite juvénile sévère, avec arrêt de traitement bien sûr? Il y a 2 aspects dans cette question. Il y en a un, c'est est-ce que je me mets moi-même en danger, ou est-ce que les conditions de la grossesse et de l'accouchement vont être difficiles? Alors là-dessus, c'est évident qu'il faut une bonne interaction entre le médecin généraliste, le rhumatologue, le gynécologue, pour bien prendre en compte tout ça. Certains traitements sont toxiques. Vous savez que le méthotrexate doit être interrompu en cas de projet de conception.
Au pire, dès qu'on sait qu'on est enceinte, hein, pour éviter, si on le poursuivait pendant la grossesse, d'avoir un risque malformatif chez l'enfant. Pour les traitements les plus simples, qui sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène, ils sont également toxiques pour le bébé si on les prend pendant la grossesse. Donc c'est pour ça qu'il faut une bonne information et ne pas prendre son traitement anti-inflammatoire non stéroïdien pendant la grossesse. Pour les traitements biologiques, les données que nous avons sont de plus en plus rassurantes, mais officiellement pour le moment, la recommandation est de ne pas tomber enceinte et pour les hommes de ne pas concevoir sous traitement biologique. Je dois dire que c'est une recommandation un peu de précaution des laboratoires qui ne veulent surtout pas se faire accuser que leurs produits, mais malgré tout, beaucoup de gens maintenant ont eu des enfants sous biologique et on doit dire que ce qu'on observe concrètement, c'est que les résultats, plus on les accumule, plus ces résultats semblent rassurants. Les corticoïdes sont possibles, mais nécessitent une bonne surveillance chez la femme enceinte. Et ensuite, il y a le cas particulier des femmes qui auraient une atteinte du bassin, qui peuvent poser des soucis pour l'accouchement. Et là, c'est une question, je dirais, d'ordre obstétrical. Maintenant, le deuxième aspect de la question est l'aspect génétique. Est-ce que l'enfant va lui aussi avoir une arthrite génitique sévère? La réponse est que c'est extrêmement peu probable. Alors, il y a ces très rares familles dont a parlé Alexandre avec tel gène atteint, mais c'est des situations exceptionnelles qu'on a repérées, ou qu'on essaye de repérer. Mais en dehors de ça, le risque qu'une personne, homme ou femme, avec une arthrite juvénile très sévère et un enfant atteint également d'une arthrite juvénile très sévère est tellement faible qu'il n'y a aucun conseil génétique, aucune recommandation et qu'on recommande à ces personnes de mener leur projet d'enfant tout à fait normalement. D'accord, merci. Une question qui au départ est plus personnelle, mais je pense que vous pouvez répondre de façon générale. Notre enfant a un retard global et développé une arthrite juvénile en octobre. Connaissez-vous d'autres patients qui cumuleraient des pathologies? Pour ce genre de situation, encore une fois, je crois que le réseau de soins de la filière, les médecins que vous pouvez rencontrer qui connaissent bien l'arthrite juvénile, eh bien, ils pourront être interpellés lorsque l'arthrite juvénile s'associe à d'autres choses que l'on considère non habituelles dans l'arthrite juvénile. Et dans ces cas particuliers de patients, eh bien, il y a parfois d'autres explorations à faire, des explorations combinées, génétiques. Et ça peut être des retards de croissance, ça peut être d'autres choses qui n'ont rien à voir, des malformations que l'on ne rencontre pas habituellement dans l'arthrite juvénile. Et la combinaison des deux va poser question au clinicien qui vous suit et qui fera qu'on pourrait être amené à pousser d'autres explorations plutôt d'origine génétique pour comprendre s'il y a un lien entre l'arthrite juvénile et le retard global ou une malformation cardiaque ou quelque chose que l'on ne voit pas habituellement dans l'arthrite juvénile. Ces éléments-là pourraient justifier d'analyses plus poussées en génétique et je crois vraiment que les membres de la filière, les gens des centres de compétences et de référence peuvent vous aider à vous aiguiller dans ces cas de figure. Une question encore. Y a-t-il un spécialiste en France des formes atypiques? De nombreuses années d'errance en cas de forme atypique, comment y remédier? Alors c'est difficile de définir ce que c'est qu'une forme atypique. J'imagine que c'est une forme qui ne remplissait pas les critères de l'arthrite juvénile. Ça, c'est les difficultés pour tous les médecins finalement de faire le diagnostic lorsqu'on n'a pas l'ensemble des éléments. Donc il n'y a pas de spécialiste des formes atypiques, mais disons qu'il y a des gens qui sont plus familiers de ces situations de maladies rares. Et donc, encore une fois, le réseau de soins peut répondre à ces interrogations. On est, de la même manière qu'avec cette webconférence, on espère toucher le plus grand nombre, on est aussi connectés tous entre nous. Et quand on a des situations singulières qui nous posent question, eh bien on discute. On discute, on s'envoie des mails, on partage des observations pour se dire est-ce que ça correspond à une authentique arthrite juvénile, est-ce que cette malformation associée nous oriente vers quelque chose d'autre. Et on est au sein du réseau français, mais aussi dans les réseaux internationaux, on essaie de comprendre, de pointer du doigt ce qui est atypique et puis d'en faire le diagnostic pour proposer les traitements. Il nous arrive régulièrement de proposer des traitements alors que la définition stricto sensu n'est pas remplie, on n'a pas l'ensemble des critères et pour autant on fait ce qu'on appelle des tests thérapeutiques. On va regarder si on a une amélioration avec le traitement qui correspond à la maladie qui s'en rapproche le plus finalement. Donc le réseau de santé, de la filière, les centres de compétences et de référence doivent pouvoir répondre à ces errances et ce retard des formes atypiques. Il n'y a pas de spécialiste de la forme atypique, mais par contre on discute entre nous quand on est face à ces situations singulières. Et... En fait, la question, je pense, derrière, c'est... nous avons quand même beaucoup de familles qui ont l'impression qu'un traitement supplémentaire pourrait être apporté, et en fait ça n'avance pas. En fait, la question, c'est ça.
Bien, dans le cas beaucoup demandent à venir à Paris, clairement. Je reçois beaucoup d'appels de personnes qui me demandent comment venir à Necker, comment venir au Kremlin-Bicêtre. Voilà, la question derrière, c'est ça. En fait, il faut comprendre qu'aucun de nous n'est omniscient, que les situations difficiles sont des situations difficiles pour tout le monde. On est dans un monde de communication, comme l'a très bien dit Alexandre, on discute entre nous. Très honnêtement, il se peut que des collègues sur des grands centres régionaux soient beaucoup plus performants et pointus que nous pourrions être sur les centres parisiens dans certaines situations. Donc il ne faut pas penser que Paris est la panacée et que du fait que nous nous appelons centre de référence, nous serons forcément meilleurs que nos collègues des centres de compétences pour décrypter une situation donnée. Nous sommes souvent amenés à discuter. Il arrive que j'ai des patients que j'ai suivis pour lesquels je n'ai vraiment rien compris pendant des années et qu'un jour une idée brillante vienne d'un de mes collègues de province et que cette idée soit la bonne. Etc. Donc en toute humilité, ne nous considérez pas trop haut, nous autres Parisiens, par rapport à nos excellents collègues de province. Ayant dit ça, tout patient a le droit d'avoir un deuxième avis, que ce soit un patient parisien qui souhaite avoir un autre centre parisien ou non parisien, ou que ce soit un patient de province qui souhaite avoir un autre avis sur une autre province ou sur Paris. C'est votre droit. La bonne démarche, c'est d'en parler avec le médecin qui suit votre enfant et que ce médecin puisse du coup, en bonne intelligence avec vous, transmettre tous les éléments à la deuxième équipe qui va étudier le dossier. Alors il arrive exceptionnellement qu'il y ait de tels conflits que la famille n'ose pas en parler au médecin qui suit leur enfant. C'est regrettable parce que ça complique beaucoup la suite du suivi. Donc il faut quand même essayer de résoudre ces conflits. Si vraiment il y a un blocage, bon, le moyen qu'on accepte, bien que ça ne paraisse pas idéal, c'est que la famille en discute au moins avec son médecin de famille, le médecin généraliste, le pédiatre, que lui-même essaie un peu de rassembler les éléments, de faire un petit dossier, de transmettre au médecin, à l'équipe qui va donner un second avis. Très souvent, cette équipe, en tout cas c'est ce que nous faisons ici, va essayer quand même de convaincre la famille de bien vouloir informer le médecin de proximité pour que le suivi puisse se mettre en place de façon conjointe dans l'intérêt de l'enfant. Ce sont des situations qui ne sont pas toujours simples à gérer. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'est un droit, on peut le rappeler, mais c'est un droit absolu. Donc si le souhait de la famille est d'avoir un deuxième avis, nous, même on les encourage à nous en parler et on va les accompagner pour avoir ce deuxième avis à la personne qui nous semble la plus adaptée pour l'orientation, et puis on prépare le dossier. Donc c'est du gain de temps à tout niveau, et c'est un droit absolu du patient et de sa famille d'avoir le droit à un second avis. Et c'est rassurant, souvent les patients reviennent ensuite dans le centre où ils ont été suivis initialement. Mais il ne faut pas vivre dans l'inquiétude. On est contre le vagabondage, il ne faut pas demander 25 avis, sûrement ça dilue l'information et ça complique la prise en charge. Mais un second avis dans des situations compliquées, ça vous avez totalement le droit. Alors on a aussi bien sûr confronté, et on apprécie que les familles nous en parlent, à des familles qui souhaitent aussi avoir des avis de médecins qui proposent des médecines alternatives, de médecins homéopathes, de médecins acupuncteurs. Et là-dessus, je pense que là encore le dialogue est important. Personnellement, j'apprécie beaucoup que ces familles me donnent cette information. Nous avons aussi souhaité que notre enfant bénéficie d'un contact avec un médecin homéopathe et autres. Ce que nous voulons éviter, ce sont des situations heureusement de plus en plus rares où certains enfants partent dans des circuits vraiment en dehors des circuits de compétences et où certains collègues, heureusement rares, ont des discours très péremptoires sur des maladies qu'au fond ils ne connaissent pas. Donc je pense que par contre, pouvoir dialoguer et essayer d'agir ensemble avec un médecin qui a une approche un peu différente de la nôtre, ça c'est quelque chose qu'on peut tout à fait accepter. Et pour peu que ce ne soit pas trop lourd pour l'enfant de prendre beaucoup de médicaments et qu'il n'y ait pas d'interaction défavorable entre ces médicaments ou entre ces approches, ma foi, nous essayons d'être en bonne intelligence avec les collègues qui peuvent aussi œuvrer. Une question sur l'ostéopathie. L'ostéopathie a-t-elle sa place dans la prise en charge de l'arthrite juvénile? Est-ce dangereux pour les articulations? Ce pas des mesures qui sont évaluées, donc on a toujours des difficultés. Et puis derrière l'ostéopathie, il y a une pratique qui est très différente. Certains ostéopathes sont médecins, certains ne le sont pas. Donc c'est difficile de répondre aussi de manière simple à cette question et au cas particulier. On peut imaginer que de manière générale, la médecine alternative, beaucoup d'entre vous, de nos patients, y ont recours et peuvent trouver un bien-être ou un complément sur des choses que les traitements classiques n'apportent pas. Il faut être conscient que ce sont des choses qui ne sont pas évaluées, donc on ne sait pas finalement l'impact réel de ces éléments, de ces choses. Parfois elles peuvent nuire lorsque c'est agir sur une articulation inflammatoire en la mobilisant de manière excessive. Donc les gens qui interviennent souvent ne connaissent pas la maladie, l'arthrite juvénile. Et donc nous on est très prudent sur les recours à ces partenaires ou ces collègues parce qu'ils correspondent à des gens très divers dans leur formation et qui souvent ne connaissent pas bien l'arthrite juvénile.
et on a intérêt à travailler en réseau. Pour l'instant, ils ne font pas partie de nos réseaux de soins, et en même temps, si vous avez cette pratique, c'est bien d'en parler aux médecins. Il y a certaines choses que nous on sait, par contre, sur les médecines alternatives ou sur l'homéopathie par exemple, certains médicaments qui interagissent avec le millepertuis par exemple, qui sont des choses que l'on peut donner en homéopathie et qui vont gêner vraiment l'utilisation de nos traitements. Donc de manière générale, je vous invite à en parler à votre médecin traitant, au rhumatologue pédiatre qui vous suit, pour qu'on puisse vous accompagner, vous conseiller et au moins être conscient des autres choses que vous pouvez être amené à donner en plus du traitement classique. Si on considère la médecine physique de façon plus globale, elle est très importante. Oui. La kinésithérapie, l'ergothérapie sont extrêmement importantes, y compris en phase inflammatoire. Des fois, on pense un peu à tort que tant que l'enfant a l'articulation mal, il ne faut pas le toucher. C'est faux. Et un bon kinésithérapeute arrivera quand même à le mobiliser avec douceur, à éviter que se forment des rétractions articulaires, etc. Pareil pour les mains, avec le travail des ergothérapeutes, c'est essentiel. Les ostéopathes, certains patients nous rapportent des expériences positives. Il faut bien sûr que ce soit des gens prudents. S'il y a des lésions articulaires, par exemple au niveau du rachis cervical, qu'on ne fasse pas n'importe quelle manipulation à risque. Donc tout ça, comme disait Alexandre Bello, dépend un petit peu de la prudence et de l'attention des gens qui sont consultés. Et il y avait un message intéressant aussi dans ce qu'a dit Alexandre, je trouve, c'est comprendre que plus vous voyez un médecin ou un intervenant paramédical qui est sûr de lui, plus il faut vous méfier. Nous sommes dans une médecine où, en toute humilité, chaque patient pose un problème particulier, où même les traitements qu'on utilise, y compris les plus anciens, méritent d'être encore et encore réévalués. Comme vous le savez, beaucoup de vos enfants font parfois partie de protocoles de recherche, c'est-à-dire qu'on pose vraiment une question, qu'on essaye de comparer deux approches. Et ça, c'est important parce que ça nous permet aussi de bien surveiller ce qu'on fait, de bien l'évaluer. Et c'est un effort commun. Plusieurs questions sur le méthotrexate. Est-ce que le traitement au méthotrexate retarde la croissance du système génital de l'enfant? Alors non, derrière cette question, il y a une question de la gonadotoxicité, la toxicité ou la stérilité liée au méthotrexate. Et il y a, je pense que ça correspond... Sur la pilosité. Sur la pilosité, oui. Alors sur le méthotrexate, en fait, il y a différentes doses qui sont utilisées. Il y a parfois une confusion entre celles qui peuvent être utilisées en oncologie, où les doses de méthotrexate sont à peu près 10 fois celles que l'on utilise en rhumatologie pédiatrique ou en rhumatologie en général, et dont la toxicité va être finalement assez différente, avec une toxicité digestive importante au niveau cutané, avec des alopécies, et aussi une possible gonadotoxicité, une toxicité au niveau des organes génitaux internes. Mais aux doses que l'on utilise en rhumatologie pédiatrique, il n'y a aucun impact sur le système génital, sur sa croissance, sur la croissance des organes sexuels. Et ça, c'est la première information qu'on peut apporter. Il y en avait une autre sur la pilosité. La pilosité, c'est plutôt le fait des corticoïdes. Ça, c'est bien. C'est une personne qui est sous méthotrexate et Ombrelle. On ne parle pas de corticoïdes. D'accord. Alors, cependant, ce n'est pas un effet du méthotrexate, ce n'est pas un effet de l'Ombrelle, donc l'étanercept ou méthotrexate. C'est la pilosité, c'est encore un cas particulier, peut-être faudra pouvoir avoir plus de précision, mais la corticothérapie, oui, elle va favoriser l'hypertrichose, la pilosité, et elle se réduit quand on baisse les doses. C'est aussi un élément important, c'est aussi ce qui fait que nos adolescents ne sont pas toujours très contents de prendre ce traitement. D'autres médicaments qui sont moins communs dans l'arthrite juvénile, comme la cyclosporine ou ses dérivés, sont aussi des médicaments qui donnent beaucoup d'hypertrichose, mais pas les biologiques et pas le méthotrexate dans notre expérience. Une question à laquelle je pense que vous avez déjà répondu. L'arthrite juvénile ou ses traitements ralentissent-ils la croissance, car depuis l'entrée de ma fille dans la maladie, elle grandit peu et grossit peu? Oui, de fait, l'inflammation ralentit la croissance, donc c'est surtout dans la forme systémique qu'on grandit moins bien, mais même dans des formes où il n'y a pas de fièvre, on voit que la vitesse de croissance peut être un peu ralentie quand la maladie est très active. Les corticoïdes ont un effet ralentisseur de la croissance ou freinateur à forte dose, et donc on a bien sûr la préoccupation de jouer sur ces deux facteurs, de jouer sur le contrôle de l'inflammation de la maladie et d'éviter autant que faire se peut les corticoïdes pour être en conditions plus favorables eu égard à la croissance de l'enfant. Voilà, je pense qu'on n'a plus de questions qui arrivent, donc peut-être qu'on va pouvoir clore cette conférence. Bien, donc elle est amenée à se reproduire avec peut-être des nouvelles informations. Je remercie les parents qui se sont connectés. Cette webconférence sera ensuite podcastable sur le site de la filière. Et puis voilà, je remercie l'ensemble des intervenants, l'équipe de Lille qui a assuré la logistique, et à bientôt.
Au revoir.